je suis Jean-François, un curieux, et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin, et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. La semaine dernière, nous recevions Abdelali El Badawi, président et fondateur de Banlieue Santé. Place désormais à la seconde partie, toujours en compagnie d'Abdelali et de Diane. Très bonne écoute. Alors, justement, évidemment, on ne peut pas arriver à tout ça tout seul. C'est très important de le rappeler. Et le soin, c'est aussi du collectif. Et justement, pour revenir un petit peu plus précisément sur ces partenaires, est-ce que tu peux nous dire sur qui tu as pu compter dès le début pour créer Banlieue Santé ? Ouais, j'ai plutôt, je dirais, d'abord fait appel à mon entourage premier, et donc des infirmiers, des médecins, même des personnes qui ne sont pas du tout dans la santé, mais qui avaient foi en ce que je disais, parce que c'est vrai que souvent on pense que mon combat, ou en tout cas mes engagements depuis 2018 sont uniquement depuis 2018, mais moi j'ai commencé en 99 à m'intéresser à ces questions-là. Et c'est vrai qu'au tout début, pendant quasiment 10 ans, j'étais un peu en train de prêcher dans le désert de ce que je voulais faire. On ne m'écoutait pas trop. Et puis le jour où j'ai décidé de créer cette organisation et créer cette organisation sur le papier statutaire, ça a commencé à changer le regard que les autres avaient. Et donc, ça commence à être sérieux. Puis finalement, les premiers engagements, les premières initiatives, et puis effectivement 2020, ça a été pour nous un moment incroyable. C'est vrai que cette période Covid, je pense, a vraiment bouleversé tout le milieu de la santé, pour le meilleur comme pour le pire. Tout à fait. Et alors voilà, ça c'était une grande étape. Mais j'ai envie de te demander quelle est la prochaine étape, quelle est la suite pour Banlieue Santé ? Je pense que la suite pour Banlieue Santé, c'est de continuer à faire ce qu'on fait de bien ici sur le terrain en France, à former de plus en plus de personnes sur plein de questions, notamment le programme Ambassadrice Santé qui est en train de se déployer, qui marche magnifiquement, porté par les femmes en situation de vulnérabilité, mais qui ont une capacité de résilience incroyable et qui aujourd'hui portent les questions de santé à bras-le-corps. Mais aussi continuer à faire en sorte que Banlieue Santé se déploie en France, mais aussi à l'international. Et puis continuer à forcer les politiques publiques et les droits communs à changer, à se transformer et à évoluer en fonction aussi des besoins et la tendance actuelle des patients. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup à faire. On est encore au début. On a déjà fait plein de choses, mais on est encore au début. J'aimerais revenir sur la question associative et particulièrement la question des financements. Parce que, on le sait, dans le milieu associatif, le financement, c'est le nerf de la guerre. Alors j'imagine que c'est compliqué au quotidien. Comment on s'en sort quand on crée une association d'entraide où il y a beaucoup de besoins et il y a beaucoup de choses à faire ? Il y a beaucoup de besoins, certes, et je pense qu'il y a plein de façons de développer une organisation comme celle-ci. Alors souvent, on pense que créer une organisation, ça nécessite d'abord des financements. Alors bien entendu, ça nécessite des financements, mais je pense que ça nécessite d'abord l'envie, ça nécessite d'abord la conviction, de aussi s'entourer de gens avec qui tu t'entends et avec qui tu t'entends pas. Ça nécessite de rechallenger ton projet à la base parce que ça remet en question beaucoup de choses. Ça remet en question aussi son ego parce que tu montes une organisation, tu as l'impression de tout savoir, tu veux être le chef et de remettre à plat et de continuellement au quotidien, aujourd'hui dans nos organisations, dans mon organisation, de remettre en cause beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que on est dans une période aujourd'hui dans une époque où tout est à remettre en question à chaque fois. Et donc, il faut aussi trouver la stabilité de cela. Et puis, trouver des financements, après, ce qu'on a réussi à faire, c'est plutôt, avant de chercher des financements, c'est opérer sur le terrain. Et opérer sur le terrain, ça nécessite des bonnes, des bonnes personnes qui vont pouvoir agir, qui vont accepter d'y aller, aussi contribuer à faire, de comprendre aussi les besoins sur le terrain, les identifier et de proposer finalement des solutions à ces publics-là et puis commencer à accompagner 5 personnes, 10 personnes, 100, et puis après peut-être demain des millions
Mais en tout cas, ça a été au début, je pense que limite c'est le plus difficile, c'est le plus dur le début. Puis après, bon ben, on dirait pas que c'est plus facile, mais ça nécessite une autre façon de voir les choses et de remettre en question ce que tu vis, ce que tu fais dans ton travail. Et puis après, chercher des financements, c'est aussi trouver la bonne porte d'entrée, expliquer la santé sur plusieurs angles, répondre à des appels à projets sur plusieurs angles, plusieurs manières de faire. Donc ça nécessite quand même, je dirais, d'avoir une forme de savoir. Et donc là, les équipes, elles le font très bien. Et aujourd'hui, elles sont extrêmement compétentes. Elles s'exercent facilement et elles savent faire. Et pour aller plus loin, avant de conclure, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les actions de Banlieue Santé qui ont eu le plus d'impact pour toi depuis la création de l'association ? Je crois que toutes, elles ont eu beaucoup d'impact. Mais je crois que ce qui fait la force finalement de ce qu'on a réussi à créer, c'est de créer aussi autour de Banlieue Santé et avec Banlieue Santé, le fait qu'on ait travaillé sur la question de la concertation, ce qu'on appelle affectueusement le plancton. Ce sont des leaders de communautés dans les quartiers et pas que, dans les zones rurales aussi, qui sont porteurs de messages, porteurs d'actions sur le terrain, arriver à leur faire comprendre qu'ils sont des acteurs de la santé. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'occupe des chats dans son quartier ou dans son village, c'est un acteur de la santé. Quelqu'un qui fait les cours du soir pour les jeunes dans l'éducation, c'est un acteur de la santé. Quelqu'un qui embarque les jeunes sur le sport, c'est de la santé. Donc déjà, juste d'expliquer, de faire entendre qu'eux-mêmes sont des acteurs de la santé, c'est une première victoire. Et de fédérer tout cet écosystème, là, on va être à plus de 800 partenaires de proximité avec qui on travaille sur ces questions-là. Donc c'est quand même pas rien, en plus des acteurs qui ne sont jamais identifiés, qui font leur travail en silence dans leur territoire. Et puis après, bien sûr, les programmes qu'on a montés, Plus belle la vue, programme d'action sur la consultation ophtalmo avec un appareil agent lunettes dans la même journée, le programme Ambassadrice Santé qu'on a monté, qui est un programme qui dure 9 mois, financé maintenant par les instances de la santé, par le ministère de la Santé, l'ARS, et bien d'autres, qui permet à des femmes de devenir un peu des actrices de la santé pour elles-mêmes, mais aussi dans leur famille et dans leur quartier. Et ça, c'est pour nous aussi une belle victoire parce qu'elles sont rémunérées pour leur action. Donc, on travaille beaucoup avec les collectivités, on travaille avec les centres de santé et autres. Et puis d'autres programmes qu'on a montés autour de la solidarité qui nous permettent finalement d'agir de manière assez concrète avec des actions sucre rapide et des actions sucre lent. Sucre rapide pour créer la confiance, pour dire voilà, c'est possible d'avoir accès à la santé. Sucre lent pour pouvoir aller dans le long terme et accompagner vraiment sur ces publics-là la question de la santé. Puis on a d'autres projets qu'on est en train de déployer, les centres de santé participatifs, les lieux de vie comme le Café des femmes et plein d'autres programmes qu'on est en train de monter. Le programme Les Biens Aînés, où on accompagne les personnes âgées avec le Café des Biens Aînés. La publication, 2 publications scientifiques, une thèse sur la question des personnes âgées. Donc pour nous, tout ça, c'est une réussite parce que la réalité, c'est que si tu arrives avec une approche aussi scientifique, c'est déterminant en termes de plaidoyer et déterminant en termes de droit commun. Et ça, c'est une vraie réussite. Pour le petit mot de la fin, il me semble que tu voulais t'adresser aux décideurs. Ouais, alors les décideurs, parce que en plus, j'ai décidé de m'intéresser davantage à la politique publique. Je suis à l'ENA depuis le mois de janvier, j'ai eu l'opportunité d'entrer à l'ENA. Donc, je suis passé de homme de ménage à soignant, à entrepreneur social à impact, puis aujourd'hui, rentrer à l'ENA parce que j'avais envie de créer un parallèle et essayer de reconnecter finalement la politique publique. Alors, souvent, on diabolise finalement la politique publique, mais il faut aussi le dire, la politique publique, elle est un socle extrêmement fort dans notre pays. On a la sécurité sociale, on a la CAF, on a beaucoup de droits en France qui sont présents et qu'il faut préserver, mais je pense qu'il faut améliorer, proposer de la valeur ajoutée. Je pense que c'est important de dire aujourd'hui en tant que message sur la question de la santé, il ne faut pas faire l'économie de la santé en disant aujourd'hui on dépense trop, mais plutôt en investissant. Et je crois que la santé, pour moi, c'est important de le dire, c'est l'économie de la vie. Et cette économie de la vie, il faut la préserver, il faut la renforcer, il faut lui donner les moyens de la prévention, les moyens d'action pour pouvoir agir vraiment à la racine des besoins des publics
les plus éloignés aujourd'hui du droit à la santé et du droit commun. Et donc, je profite de ce plateau pour expliquer aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait une forte politique publique de prévention, d'aller vers encore plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui pour aller embarquer vraiment tous et toutes partout où elles sont, dans tous les territoires, les personnes les plus vulnérables et les plus éloignées du droit commun et le droit à la santé. Il est désormais temps de conclure. Les inégalités d'accès à la santé imposent des défis majeurs, mais ne constituent pas une fatalité pour autant. Il est possible à chacun d'agir à son niveau, notamment à travers le milieu associatif. Si vous souhaitez soutenir l'association Banlieue Santé, le lien vers son site est disponible en descriptif de l'épisode. Merci Abdelali et Diane pour cet échange riche, c'était super. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de J'ai une question docteur. D'ici là, bonne journée à tous et prenez soin de vous.